Ce jour-là, devant le cercueil de mon mari, j'ai entendu les mots les plus cruels qu'une belle-mère puisse entendre. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je m'appelle Joséphine Armand. J'ai 73 ans et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Il y a des moments dans la vie où le silence devient plus lourd que les mots. Le jour de l'enterrement de Pierre, mon mari pendant 48 ans, j'ai compris que certaines personnes cachent leur véritable nature jusqu'au dernier instant. La chapelle sentait l'encens et les lits blancs. Les bancs de bois craquaient sous le poids des visiteurs. Tout le monde portait du noir, bien sûr, mais moi, j'avais choisi une broche en forme de pivoine, la fleur préférée de Pierre. Je la portais sur mon tailleur, juste au-dessus du cœur. Pierre était parti 3 jours plus tôt. Une crise cardiaque, brutale, dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Il lisait son journal. Il a posé sa main sur sa poitrine, m'a regardé avec un sourire doux, et puis, plus rien. 48 ans de mariage, 2 enfants, une vie entière construite ensemble, pierre après pierre, comme on bâtit une cathédrale avec patience et amour. Notre fils, Mathieu, était là, le visage défait. À côté de lui, sa femme, Camille. Ce prénom me brûle encore la bouche quand je le prononce. Elle était là, impeccable dans sa robe noire ajustée, les cheveux tirés en chignon, le regard froid comme du marbre. Pas une larme, pas un tremblement, rien. Je ne l'ai jamais vraiment aimé, je dois l'avouer, mais je l'ai accepté, parce que Mathieu l'aimait, ou du moins, je pensais qu'il l'aimait. Pendant la cérémonie, je tenais la main de mon fils. Il pleurait en silence. Camille, elle, consultait son téléphone. Discrètement, pensait-elle. Mais moi, je voyais tout. Quand le prêtre a fini son homélie, les gens ont commencé à défiler devant le cercueil pour un dernier adieu. Des amis, des voisins, des cousins éloignés. Chacun posait une main sur le bois verni, murmurait une prière, s'éloignait les yeux rouges. Puis est venu le tour de Camille. Elle s'est avancée lentement, presque théâtralement. Elle s'est penchée vers le cercueil, a posé ses 2 mains sur le couvercle, et c'est là qu'elle a dit, d'une voix basse, mais parfaitement audible, « Dommage que ce ne soit pas vous à sa place. » Le monde s'est arrêté. J'ai cru avoir mal entendu. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Autour de moi, quelques personnes ont figé. Mathieu, lui, n'avait rien entendu. Il était trop loin. Camille s'est redressée, m'a regardé droit dans les yeux et a esquissé un sourire froid, sans un gramme de remords. Alors je me suis levée, lentement. Mes jambes tremblaient, mais mon regard, lui, était de glace. Je me suis approchée d'elle, tout près, assez pour sentir son parfum trop sucré. Et j'ai dit, d'une voix calme, presque un murmure, « Faites attention à ce que vous souhaitez, ma chère. » Elle a froncé les sourcils. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse. Peut-être qu'elle pensait que j'étais trop vieille, trop faible, trop brisée par le chagrin. Mais elle ne me connaissait pas vraiment. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pris dans mes mains la photo de notre mariage, Pierre et moi. Nous avions 25 ans. Nous étions beaux, naïfs, pleins d'espoir. J'ai caressé son visage sur le papier jauni et j'ai murmuré « Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais m'occuper de tout. » Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les jours qui ont suivi l'enterrement ont été étranges. Pas à cause du vide laissé par Pierre. Ce vide, je l'attendais, je le connaissais déjà. Non, c'était autre chose. Un silence pesant. Une sensation que quelque chose d'invisible était en train de se fissurer. Notre maison, celle que Pierre et moi avions achetée il y a 40 ans, me semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Chaque pièce portait une mémoire. La cuisine, où il aimait préparer ses omelettes le dimanche, le salon où il lisait ses romans policiers, la chambre où nous nous endormions main dans la main. Mais ce n'était pas de la nostalgie que je ressentais, c'était de la lucidité. Je me suis souvenu de tout. Des années entières défilèrent dans ma tête, comme un film en noir et blanc. Nous nous étions mariés en 1977. Pierre était comptable. Moi, j'étais institutrice. Nous habitions un petit appartement près de la gare. Nous n'avions presque rien, mais nous avions tout. Les premières années ont été douces. Pierre rentrait du travail avec des fleurs, toujours des pivoines. Il disait que leur parfum lui rappelait notre premier rendez-vous dans le jardin du Luxembourg. Puis Mathieu est né, puis Sophie, notre fille, 3 ans plus tard. Nous avons déménagé dans cette maison.
Pierre a été promu. J'ai continué à enseigner. Les enfants ont grandi. La vie était simple, ordonnée, comme une partition bien jouée. C'était une vie heureuse. Du moins, c'est ce que je croyais. Mathieu a toujours été un garçon sensible. Trop sensible, peut-être. Il avait besoin d'être aimé, rassuré, validé. Pierre, lui, était distant avec les enfants. Pas méchant. Juste absent. Il travaillait beaucoup. Il disait que c'était pour nous, pour notre avenir. Mathieu en a souffert. Je le voyais bien. Mais je ne savais pas comment combler ce vide. Alors, quand il a rencontré Camille, j'ai cru que c'était une bénédiction. Ils se sont mariés il y a 12 ans. Une cérémonie simple, dans une petite église de campagne. Camille portait une robe blanche trop ajustée, trop courte pour un mariage religieux, mais je n'ai rien dit. Mathieu la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Pierre, lui, ne l'aimait pas. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je le voyais dans ses gestes, la façon dont il évitait de croiser son regard, la façon dont il changeait de sujet quand elle parlait. Un soir, quelques mois après le mariage, il m'a dit « Cette femme ne l'aime pas, Joséphine. Elle aime ce qu'il peut lui offrir. » Je lui ai répondu que c'était injuste, qu'il ne la connaissait pas vraiment. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Les années ont passé. Camille et Mathieu n'ont pas eu d'enfants. Elle disait qu'elle n'était pas prête. Puis elle disait qu'elle avait des problèmes de santé. Puis elle ne disait plus rien. Mathieu travaillait de plus en plus. Il était devenu avocat. Il gagnait bien sa vie. Camille, elle, ne travaillait pas. Elle passait ses journées dans leur appartement à Paris, ou dans des spas, ou chez des amis dont je ne connaissais pas les noms. Pierre, lui, vieillissait. Il avait pris sa retraite, mais il ne savait pas quoi faire de son temps. Il lisait, il jardinait, il attendait. Moi, je continuais à enseigner. Puis, il y a 5 ans, j'ai pris ma retraite à mon tour. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment voir. Camille venait nous rendre visite 1 fois par mois. Pas plus. Toujours le dimanche. Toujours pour le déjeuner. Elle arrivait avec Mathieu, s'asseyait à table, mangeait en silence et repartait. Elle ne posait jamais de questions. Elle ne riait jamais. Elle était là, physiquement, mais absente. Un dimanche, alors que nous déjeunions, Pierre a fait une remarque sur la politique. Camille a levé les yeux de son assiette et a dit « De toute façon, à votre âge, vous ne comprenez plus rien au monde moderne. » J'ai vu Pierre se figer. Mathieu a baissé les yeux. Personne n'a rien dit. Après leur départ, Pierre est monté dans notre chambre. Il ne m'a pas parlé de la soirée. Mais je l'ai entendu pleurer. C'était la première fois en 48 ans que je l'entendais pleurer. Maintenant, assise dans mon salon vide, je tenais entre mes mains la broche en forme de pivoine. Je la tournais lentement sous la lumière de la lampe. Et je me suis souvenu de cette phrase que Pierre m'avait dite quelques semaines avant sa mort. « Joséphine, si quelque chose m'arrive, ne laisse pas Mathieu seul avec elle. » Je n'avais pas compris, à l'époque. Mais maintenant, je comprenais tout. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain de l'enterrement, Mathieu est venu me voir. Il était seul. Camille n'était pas avec lui. Il a sonné à la porte vers 10 heures du matin. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du thé. Quand j'ai ouvert, j'ai vu son visage. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses yeux étaient rouges, ses épaules affaissées. Il portait un pull gris que je lui avais offert pour Noël, il y a 2 ans. « Maman !» Sa voix s'est brisée. Il s'est effondré dans mes bras. Nous sommes restés comme ça, debout dans l'entrée, pendant plusieurs minutes. Je caressais ses cheveux, comme quand il était petit. Je ne disais rien. Il n'y avait rien à dire. Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai servi le thé. Mathieu tenait sa tasse entre ses mains, mais il ne buvait pas. Il regardait le vide. « Papa me manque déjà, maman. »« Je sais, mon chéri. À moi aussi. » Il a hoché la tête. Puis il a ajouté, d'une voix tremblante, « Je ne sais pas comment je vais faire sans lui. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Tu vas continuer, parce que c'est ce qu'il aurait voulu. » Mathieu a souri tristement. Puis il a regardé autour de lui. La maison était exactement comme avant. Les meubles, les photos, les objets, rien n'avait changé, sauf que Pierre n'était plus là. « Maman, est-ce que tu vas rester ici, toute seule ? » ?»« Oui, c'est ma maison. Mais tu n'as pas peur de te sentir seule ? » J'ai souri doucement. « Mathieu, j'ai 73 ans. J'ai vécu 48 ans avec ton père. Je ne suis pas seule.
Il est partout dans cette maison. Il a baissé les yeux. Je voyais qu'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'osait pas. Alors j'ai dit « Et Camille, elle va bien ?» Le silence qui a suivi a été long, trop long. Elle est fatiguée. Les funérailles l'ont beaucoup affectée. J'ai serré ma tasse un peu plus fort. Vraiment? Mathieu m'a regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De la gêne. De la honte peut-être. Maman, je sais qu'elle n'est pas toujours facile. Mais elle traverse une période difficile. Une période difficile. J'ai répété ces mots lentement, en pesant chaque syllabe. Mathieu a détourné le regard. Nous avons parlé d'autre chose. De Sophie, ma fille, qui vivait en Belgique et qui n'avait pas pu venir à l'enterrement à cause de son travail. Des papiers administratifs à régler. De la succession. Puis Mathieu s'est levé. Il devait partir. Il avait un rendez-vous chez le notaire. Avant de franchir la porte, il s'est retourné vers moi. « Maman, merci. Pourquoi tu me remercies? Pour tout, pour avoir toujours été là. » Il m'a embrassé sur le front et il est parti. J'ai refermé la porte. Je suis retournée dans le salon. Et j'ai remarqué quelque chose. Sur la table basse, là où Mathieu avait posé son téléphone pendant qu'il buvait son thé, il y avait une trace. Une petite tache d'eau. Mais ce n'était pas ça qui avait attiré mon attention. C'était un bout de papier. Un post-it plié en deux, tombé de sa poche. Je l'ai ramassé. Je l'ai déplié. Et j'ai lu. N'oublie pas, virement de 2000 € avant jeudi. Sinon, je dis tout. C'est. Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu le message. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sinon, je dis tout. Tout quoi? J'ai replié le papier. Je l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Mes mains tremblaient. Camille faisait chanter Mathieu. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le fauteuil de pierre, près de la fenêtre. La lune éclairait le jardin. Les pivoines commençaient à fleurir. J'ai pensé à tout, aux années passées, aux sacrifices, à l'amour que nous avions donné à nos enfants, à la vie que nous avions construite. Et j'ai pensé à cette femme qui avait osé me dire, devant le cercueil de mon mari, qu'elle aurait préféré que ce soit moi qui sois morte. Cette femme qui maintenant faisait chanter mon fils. J'ai touché la broche sur mon gilet, la pivoine, le symbole de tout ce que Pierre et moi avions partagé. Et j'ai compris. Pierre savait. Il savait depuis longtemps. C'est pour ça qu'il m'avait dit « Ne laisse pas Mathieu seul avec elle ». Il m'avait laissé un message, un avertissement, une mission. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un vieil ami de Pierre, un homme discret, un homme qui savait comment obtenir des informations. Je lui ai dit « Jean, j'ai besoin de ton aide. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais savoir. » Jean est arrivé chez moi 2 jours plus tard. C'était un jeudi après-midi. Le ciel était gris, menaçant. Il a sonné à la porte exactement à 15 h, comme convenu. Jean Moreau, 78 ans, ancien inspecteur de police, à la retraite depuis 10 ans. Un ami de Pierre depuis l'université. Un homme de confiance. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a souri doucement. Il portait un costume sombre, une écharpe beige. Il avait vieilli, lui aussi. Mais ses yeux, eux, étaient toujours aussi vifs. « Bonjour Joséphine. »« Bonjour Jean. Entre. » Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai préparé du café. Jean a posé sa serviette en cuir sur la table basse. Il ne m'a pas posé de questions tout de suite. Il attendait que je parle. J'ai sorti le post-it de ma poche. Je l'ai déplié. Je l'ai posé devant lui. Jean l'a lu. Son visage est resté impassible. Puis, il a levé les yeux vers moi. « Où as-tu trouvé ça ?» Mathieu l'a fait tomber de sa poche avant-hier. Il ne s'en est pas rendu compte. Jean a hoché la tête. Il a relu le message une 2e fois. 2000 €. Sinon, je dis tout. Il a posé le papier. Il a croisé les mains sur ses genoux. Joséphine, tu sais ce que ça signifie? Oui. Camille fait chanter Mathieu. Et tu veux savoir pourquoi? Je veux savoir tout. Jean a soupiré. Il a ouvert sa serviette. Il en a sorti un petit carnet noir, un stylo. D'accord, mais je dois te prévenir. Parfois, la vérité fait plus mal que le mensonge. J'ai 73 ans, Jean. J'ai enterré mon mari il y a 1 semaine. Je crois que je peux supporter la vérité. Il m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête. Bien, je vais avoir besoin de quelques informations. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout raconté à Jean. Le mariage de Mathieu et Camille, les années qui ont suivi, le comportement de Camille, sa froideur, son absence, les remarques blessantes,
la phrase qu'elle avait prononcée pendant les funérailles. Jean écoutait sans m'interrompre. Il prenait des notes. De temps en temps, il hochait la tête. Quand j'ai eu fini, il a refermé son carnet. « Joséphine, est-ce que Mathieu a des dettes ? Pas que je sache. Il gagne bien sa vie. Est-ce qu'il a des problèmes au travail ? Non. Enfin, pas qu'il m'en ait parlé. Et Camille ? Elle a de la famille ? Des amis proches ? J'ai réfléchi. Elle a une sœur, je crois, mais elle ne se parle plus. Et des amis ? Je ne sais pas. Elle ne parle jamais de personne. Jean a noté quelque chose dans son carnet. D'accord, laisse-moi quelques jours. Je vais faire des recherches discrètes. Mais je te préviens, si Camille fait chanter Mathieu, c'est qu'elle a quelque chose à cacher, ou qu'elle sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. Trouve-moi la vérité, Jean. C'est tout ce que je te demande. Jean est parti. Je me suis retrouvée seule, à nouveau. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je continuais ma vie normalement. Je faisais mes courses, je jardinais. Je répondais au téléphone quand des amis appelaient pour prendre de mes nouvelles. Mais dans ma tête, il n'y avait qu'une seule question. Qu'est-ce que Camille cachait ? Le dimanche suivant, Mathieu est revenu me voir. Cette fois, Camille était avec lui. Ils sont arrivés vers midi. Mathieu portait une boîte de macarons, ceux que j'aimais, de la pâtisserie près de chez eux. Camille, elle, portait un tailleur blanc. Trop élégant pour un simple déjeuner en famille. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable. Elle m'a embrassé sur les 2 joues, froidement, comme on embrasse une étrangère. « Bonjour Joséphine. »« Bonjour Camille. » Nous nous sommes installés à table. J'avais préparé un rôti, des légumes, une tarte aux pommes. Mathieu a servi le vin. Camille a à peine touché son assiette. Pendant le repas, elle a parlé. Beaucoup. Trop même. Elle a parlé de ses projets de voyage, d'une amie qui avait acheté une maison dans le sud, d'un nouveau restaurant à Paris. Mathieu, lui, ne disait rien. Il mangeait en silence. Il évitait mon regard. À un moment, Camille s'est tournée vers moi. « Joséphine, vous devriez venir passer quelques jours chez nous. Ça vous ferait du bien. Cette maison est trop grande pour vous, maintenant que Pierre n'est plus là. » J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. « Ah, cette maison est ma maison, Camille, et je n'ai pas l'intention de la quitter. » Elle a souri, un sourire faux, poli, calculé. « Bien sûr, je disais ça pour vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. » Le silence qui a suivi était lourd. Mathieu a toussé. Il a changé de sujet. Il a parlé du notaire, des papiers à signer, de la succession. Camille a écouté. Elle n'a rien dit, mais je voyais dans ses yeux qu'elle calculait. Elle évaluait. Elle attendait. Après le déjeuner, Mathieu m'a aidé à débarrasser. Camille est restée au salon. Elle consultait son téléphone. Dans la cuisine, Mathieu m'a dit à voix basse « Maman, merci pour le repas. C'était délicieux. »« De rien, mon chéri. » Il a hésité. Puis il a ajouté « Maman, est-ce que tout va bien ?» J'ai souri. « Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu as l'air différente. » « Différente comment ?» Il a haussé les épaules. Plus calme, plus déterminé. J'ai posé ma main sur sa joue. « Je vais bien, Mathieu. Ne t'inquiète pas. » Mais au fond de moi, je savais que ce calme n'était qu'une façade. Ce soir-là, après leur départ, j'ai reçu un message de Jean. « J'ai trouvé quelque chose. On se voit demain. 15 heures, même endroit. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai touché la broche en forme de pivoine, encore épinglée sur mon gilet. Et j'ai murmuré « Pierre, je crois que je vais bientôt comprendre. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Jean est arrivé le lendemain à 15 heures précises. Cette fois, son visage était grave. Il n'a pas souri en entrant. Il a posé sa serviette sur la table, s'est assis et m'a regardé longuement avant de parler. « Joséphine, ce que je vais te dire ne sera pas facile à entendre. » J'ai serré mes mains l'une contre l'autre. « Je suis prête. » Jean a ouvert sa serviette. Il en a sorti plusieurs documents. Des photocopies, des relevés, des photos. Il a posé le premier document devant moi. « Voici les relevés bancaires de Mathieu, sur les 6 derniers mois. » J'ai regardé les chiffres. Des virements, réguliers. Toujours le même montant, 2000 €. Toujours le même destinataire, c'est Lavigne. Lavigne, c'est le nom de jeune fille de Camille. Elle a gardé un compte à son nom. J'ai compté mentalement 6 virements, 12 000 € en 6 mois. Mon Dieu. Jean a posé un deuxième document. Maintenant, regarde ça. C'était une série de photos.
Des photos prises dans un café, dans la rue, dans un parking. Sur chacune d'elles, on voyait Camille. Mais elle n'était pas seule. Elle était avec un homme jeune, la trentaine peut-être, costume élégant, sourire charmeur. Et sur plusieurs photos, ils se tenaient la main. Ils s'embrassaient. Mon sang s'est glacé. Qui est cet homme? Il s'appelle Julien Marchand. 34 ans, promoteur immobilier, célibataire, ou du moins, officiellement. Jean a sorti une autre photo, plus récente. Camille et cet homme, devant un immeuble moderne. Cet immeuble appartient à Marchand. Camille y va 2 à 3 fois par semaine. Toujours les mêmes jours, toujours les mêmes horaires. J'ai senti mes mains trembler. Mathieu sait? Jean a hoché la tête lentement. Je pense que oui. Il a posé un dernier document. Un mail, imprimé. Daté de 3 mois plus tôt. C'était un échange entre Camille et Mathieu. Camille, je veux divorcer. Mathieu, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Camille, tu n'as rien fait. C'est juste que je ne t'aime plus. Mathieu, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut essayer. On peut aller voir un thérapeute. Camille, non, c'est trop tard. Mais si tu veux que je garde le silence sur certaines choses, il faudra que tu coopères. Mathieu, quelle chose? De quoi tu parles? Camille, tu sais très bien de quoi je parle. 2000 € par mois. Et je ne dis rien. Sinon, tout le monde saura. J'ai relu le mail 3 fois. Mes yeux se sont remplis de larmes. Jean, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle cache? Jean a refermé sa serviette. Il a pris une grande respiration. Joséphine, j'ai continué à creuser. Et j'ai trouvé quelque chose sur Mathieu. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il y a 5 ans, Mathieu a eu un accident de voiture. Un soir, tard. Il avait bu. Il a renversé un cycliste. Quoi? Le cycliste s'en est sorti avec quelques fractures. Mathieu a été arrêté. Mais l'affaire a été classée sans suite. Le cycliste n'a pas porté plainte. Mais pourquoi? Jean m'a regardé droit dans les yeux. Parce que Mathieu a payé 50 000 € en liquide, pour que l'affaire disparaisse. J'ai porté ma main à ma bouche. Mon Dieu, Pierre savait? Oui, c'est lui qui a payé. Il a vendu des actions. Il a tout arrangé discrètement. Les larmes ont coulé sur mes joues. Pierre, mon Pierre, il avait tout porté, seul. Il avait protégé Mathieu. Il avait protégé notre famille. Et Camille savait. Elle avait découvert. Et maintenant, elle utilisait ce secret pour faire chanter Mathieu. Jean a posé sa main sur la mienne. Joséphine, je suis désolée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai redressé la tête. Non. Ne sois pas désolée. Tu m'as donné la vérité. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les documents étalés sur la table. Les relevés bancaires, les photos, le mail. Et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Une détermination froide. Une clarté absolue. Je vais protéger mon fils. Jean a hoché la tête. Comment? J'ai souri. Un sourire calme, presque serein. Laisse-moi quelques jours. Je vais réfléchir. Après le départ de Jean, je suis restée assise dans le salon pendant des heures. La nuit est tombée. Les lumières du jardin se sont allumées automatiquement. Les pivoines brillaient sous la lune. J'ai pensé à Mathieu, mon petit garçon, mon fils sensible, fragile, qui avait fait une erreur, une terrible erreur, mais une erreur. J'ai pensé à Pierre, qui avait tout porté, qui avait tout réparé, qui était mort en gardant ce secret. Et j'ai pensé à Camille, cette femme froide, calculatrice, qui profitait de la faiblesse de mon fils, qui le saignait, qui le détruisait. J'ai touché la broche en forme de pivoine, et j'ai murmuré « Pierre, tu m'as laissé un message. Ne laisse pas Mathieu seul avec elle. Maintenant, je comprends. Et je te promets, je vais finir ce que tu as commencé. » Le lendemain matin, j'ai appelé Mathieu. « Mon chéri, est-ce que tu peux venir me voir? Seul, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Sa voix était inquiète. « Maman, tout va bien? » « Oui, mais c'est important. »« D'accord, je viens cet après-midi. » J'ai raccroché. J'ai pris les documents que Jean m'avait laissés. Je les ai rangés dans une enveloppe Kraft. Et j'ai attendu. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Mathieu est arrivé à 15 heures. Il avait les traits tirés. Ses yeux étaient cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il portait un jean et un pull simple. Pas de costume, pas de cravate. Il avait l'air épuisé. Quand il est entré, il m'a embrassé longuement. « Maman, viens, mon chéri. Assieds-toi.
Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai préparé du thé. Mathieu tenait sa tasse entre ses mains, mais il ne buvait pas. Il me regardait avec inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur au téléphone. » J'ai pris une grande respiration. « Mathieu, il faut qu'on parle. » « De quoi ?» J'ai sorti l'enveloppe Kraft de sous le coussin du canapé. Je l'ai posée sur la table basse, entre nous. Mathieu a regardé l'enveloppe. Son visage s'est figé. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. » Il a hésité, puis, lentement, il a ouvert l'enveloppe. Il a sorti les documents, les relevés bancaires, les photos de Camille avec Julien Marchand, le mail. J'ai vu son visage changer. D'abord la surprise, puis la honte, puis la douleur. Il a posé les documents sur la table. Il a baissé la tête. « Maman, comment tu… » Ce n'est pas la question, Mathieu. La question c'est « Depuis combien de temps ?» Le silence a duré longtemps. Mathieu a fermé les yeux. Ses mains tremblaient. « Depuis 6 mois. 6 mois que tu la paies ? » ?»« Oui. Et depuis combien de temps elle te trompe ?» Il a ouvert les yeux. Ils étaient remplis de larmes. « Je ne sais pas. 1 an, peut-être. Peut-être plus. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Et tu n'as rien dit ? » Qu'est-ce que je pouvais dire, maman? Si je refuse de payer, elle va tout révéler. L'accident, le cycliste, les 50 000 € que papa a payés pour que l'affaire disparaisse. Il s'est mis à pleurer. Si ça sort, je perds tout. Mon travail, ma réputation, tout. Je me suis levée. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main dans la mienne. « Mathieu, regarde-moi. » Il a levé les yeux vers moi. « Cette femme te détruit. Elle te saigne. Elle profite de ta culpabilité. Et toi, tu la laisses faire. Mais qu'est-ce que je peux faire, maman? Je suis piégée. » « Non, tu n'es pas piégée. » « Comment ça ?» J'ai souri doucement. « Parce que maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. » J'ai repris les documents. J'ai montré les photos de Camille et Julien Marchand. « Mathieu, cette femme te fait chanter. Mais elle aussi a des secrets. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a une liaison. Depuis des mois, peut-être même des années. Elle va voir cet homme régulièrement. Elle lui ment. Elle te ment. Elle nous ment à tous. » Mathieu a regardé les photos. Son visage s'est durci. Je savais qu'elle avait quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas de preuves. Maintenant, tu les as. Il a posé les photos. Il m'a regardé. « Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu reprennes le contrôle de ta vie. » Comment? En la confrontant. En lui disant que tu sais. En lui montrant ses photos. Et en lui faisant comprendre que si elle continue à te faire chanter, tu révéleras son infidélité. Mathieu a secoué la tête. « Mais maman, elle va quand même révéler l'accident. Elle s'en fiche de ce que je sais sur elle. » Non. J'ai pris une autre enveloppe cachée sous le canapé. Une enveloppe plus épaisse. Je l'ai posée devant lui. « Qu'est-ce que c'est? » « Ouvre-la. » Il a ouvert. À l'intérieur, il y avait un document légal. Un contrat. Signé par le cycliste de l'accident. Daté de 5 ans plus tôt. Mathieu a lu. Ses yeux se sont agrandis. « Maman, c'est un accord de non-divulgation. Signé par la victime. Il s'engage à ne jamais révéler l'accident, ni les circonstances, ni le règlement financier. En échange, ton père lui a versé 50 000 €. Mais comment tu as eu ça? Ton père l'avait rangé dans son coffre. Je l'ai trouvé après sa mort. » Mathieu a relu le document, lentement. Ligne par ligne. Ça veut dire que, même si Camille parle, la victime ne peut rien dire? Exactement. Et si elle essaie de parler publiquement, elle viole le contrat. Elle risque des poursuites judiciaires. Mathieu s'est effondré contre le dossier du canapé. Il a fermé les yeux. « Mon Dieu, maman, papa savait, il a tout prévu. Oui, ton père t'aimait, Mathieu. Il voulait te protéger. Mais il savait aussi que Camille était dangereuse. C'est pour ça qu'il m'a dit, avant de mourir, ne laisse pas Mathieu seul avec elle. » Les larmes coulaient sur les joues de Mathieu. « Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à toi-même. » Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Puis Mathieu a demandé, d'une voix tremblante, « Qu'est-ce que je fais maintenant? » Tu rentres chez toi, tu prends ces documents, et demain, tu convoques Camille. Tu lui montres les photos, tu lui montres le contrat, et tu lui dis que c'est fini. Et si elle refuse, elle ne refusera pas, parce qu'elle sait que si elle parle, elle perd tout, sa réputation, son confort, son amant, tout. Mathieu a hoché la tête lentement. D'accord. Il s'est levé.
Il a pris les documents, il m'a embrassé. Merci, maman. Ne me remercie pas, fais ce qui doit être fait. Après son départ, je suis restée seule dans le salon. J'ai touché la broche en forme de pivoine, et j'ai murmuré « Pierre, j'espère que tu es fier de moi. » Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Mathieu. C'est fait, je lui ai parlé. Elle est partie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Comment elle a réagi? Elle a crié, elle a pleuré, puis elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle m'a dit qu'elle reviendrait chercher le reste. Mais maman, elle a dit quelque chose d'étrange. Quoi? Elle a dit « Tu verras, elle va payer, elle va tous nous payer. » J'ai relu le message plusieurs fois. Elle va payer. Un frisson m'a parcouru l'échine. Parfois, on ne mesure pas la colère des gens qu'on démasque. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a réagi de manière inattendue? Partagez votre expérience en commentaire. Les 3 jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Trop calmes, peut-être. Mathieu m'appelait chaque soir pour prendre de mes nouvelles. Il me disait que Camille n'était pas revenue chercher ses affaires, qu'elle ne répondait plus à ses messages, qu'elle avait disparu. Peut-être qu'elle est chez cet homme, ce Julien Marchand. Peut-être, maman. Mais franchement, je m'en fiche. Je veux juste qu'elle sorte définitivement de ma vie. Je l'entendais dans sa voix, le soulagement, la libération, comme un homme qui sort enfin d'une prison. Mais moi, je n'étais pas tranquille. Ces mots qu'elle avait prononcés avant de partir résonnaient encore dans ma tête. Elle va payer. Elle va tous nous payer. Je connaissais les femmes comme Camille. Elles ne partent jamais sans se venger. Elles ne perdent jamais sans laisser des cicatrices. Le jeudi matin, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Puis, j'ai décroché. « Allô ?» Une voix froide, féminine. « Camille. »« Bonjour, Joséphine. » Mon sang s'est glacé. « Camille. » Je voulais vous remercier. Me remercier? Oui, pour avoir détruit mon mariage, pour avoir monté mon mari contre moi, pour avoir fouillé dans ma vie privée. J'ai serré le téléphone plus fort. « Camille, c'est toi qui as détruit ton mariage, pas moi. » Elle a ri, un rire sec, sans joie. « Vous savez quoi, Joséphine? Vous êtes exactement comme votre mari. Pierre était un manipulateur, un menteur. Et vous, vous êtes pareil. Ne parle pas de Pierre comme ça. » Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Parce que vous ne supportez pas qu'on dise la vérité sur votre saint mari? Ma main tremblait. « Qu'est-ce que tu veux, Camille? Je veux que vous sachiez quelque chose. » Quoi? Vous m'avez pris mon mari, vous m'avez pris ma vie, mais je vais vous prendre quelque chose en retour, quelque chose de beaucoup plus précieux. Mon cœur s'est arrêté. De quoi tu parles? Vous verrez bien. Et elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé Mathieu. Mathieu, Camille vient de m'appeler. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle allait me prendre quelque chose, qu'elle allait se venger. Maman, ne t'inquiète pas, c'est juste des menaces en l'air. Elle est en colère. Elle essaye de te faire peur. Mathieu, je ne crois pas. Elle avait l'air calme, trop calme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais attention. Ne la laisse pas entrer chez toi. Ne lui parle pas. Et surtout, surveille tes comptes bancaires. D'accord, maman. Mais toi aussi fais attention. Le lendemain, vendredi matin, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée directement dans ma boîte aux lettres. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier et une photo. La photo montrait Pierre, mon Pierre, mais ce n'était pas une photo que je connaissais. Sur la photo, Pierre était assis à une terrasse de café. À côté de lui, une femme. Une femme brune, élégante, la quarantaine. Il riait, il se tenait la main. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit « Votre mari n'était pas le saint que vous croyez ». Et sur la feuille, un message imprimé « Cette photo a été prise il y a 7 ans. Votre mari avait une liaison. Pendant 3 ans. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez ce que ça fait de découvrir la vérité. » J'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Pierre. Une liaison. 3 ans. Non, ce n'était pas possible. Pas Pierre. Pas mon Pierre. J'ai regardé à nouveau la photo. C'était bien lui. Plus jeune, certes, mais c'était lui. Son sourire, sa façon de pencher la tête, ses mains, et cette femme. Qui était-elle? J'ai retourné la maison. J'ai cherché dans les tiroirs, dans les placards, dans les vieux albums photos. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi.
Une preuve que cette photo était fausse. Ou une preuve qu'elle était vraie. Et puis, dans le coffre de Pierre, sous les documents légaux, j'ai trouvé une boîte. Une petite boîte en bois, fermée à clé. J'ai cherché la clé partout. Finalement, je l'ai trouvée attachée à un vieux trousseau, au fond d'un tiroir de son bureau. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, écrites à la main, adressées à Pierre. J'ai ouvert la première. Mon cher Pierre, je repense à notre après-midi ensemble. Tu me manques déjà. Ces moments avec toi sont les seuls où je me sens vivante. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu as ta famille. Mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. À bientôt, mon amour. Élise. J'ai lu toutes les lettres, une par une. Élise. Elle s'appelait Élise. Les lettres racontaient une histoire, une liaison qui avait duré 3 ans, de 1998 à 2001, quand nos enfants étaient encore jeunes, quand je travaillais, quand je lui faisais confiance. Les lettres étaient tendres, passionnées. Élise parlait de leurs rendez-vous secrets, de leurs projets, de leur amour. Et puis, brusquement, les lettres s'arrêtaient. La dernière lettre était différente. Elle était courte, froide. « Pierre, je comprends ta décision. Tu as choisi ta famille. Je respecte ça. Mais sache que je ne t'oublierai jamais. Tu resteras toujours l'homme de ma vie. Adieu. Élise. » Je me suis effondrée sur le sol de la chambre. Les lettres éparpillées autour de moi. Pierre, mon Pierre, l'homme que j'avais aimé pendant 48 ans, l'homme que j'avais cru connaître par cœur. Il m'avait trompée, pendant 3 ans, et je ne m'étais rendu compte de rien. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ne rien voir? J'ai pleuré, longtemps, sans bruit, sans cri, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. Et puis, lentement, la douleur a laissé place à autre chose, de la colère. Non pas contre Pierre, pas vraiment, mais contre Camille. Camille avait fouillé dans notre passé. Elle avait trouvé cette photo. Peut-être qu'elle avait trouvé les lettres aussi. Et maintenant, elle les utilisait pour me détruire. Elle voulait me faire souffrir, me briser, me punir. Mais elle ne me connaissait pas. Je me suis relevée. J'ai rangé les lettres dans la boîte. J'ai refermé le coffre. Puis j'ai appelé Jean. « Jean, j'ai besoin de toi. Tout de suite. » « Qu'est-ce qui se passe, Joséphine ?» Camille m'a envoyé une lettre, une photo de Pierre, avec une autre femme. Silence. « Jean ? Joséphine, tu savais ?» Mon cœur s'est serré. « Tu savais ?» Jean a soupiré. Pierre m'en avait parlé, il y a longtemps, après que ce soit terminé. Il regrettait, il avait honte, mais il m'avait fait promettre de ne jamais t'en parler. J'ai fermé les yeux. Pourquoi il ne me l'a jamais dit? Parce qu'il avait peur de te perdre, parce qu'il t'aimait, Joséphine. Vraiment, cette liaison, c'était une erreur, une faiblesse, mais son amour pour toi n'a jamais changé. Et maintenant, Camille utilise ça contre moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Le soir même, j'ai reçu un nouveau message, de Camille. Demain, 10 heures, Café Le Balzac, rue de la Fontaine, venez seul, où tout le monde saura. J'ai relu le message plusieurs fois. Elle voulait me voir, me parler, me confronter. Très bien. J'ai répondu, j'y serai. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le fauteuil de Pierre, près de la fenêtre. La lune éclairait le jardin. Les pivoines étaient en pleine floraison. J'ai touché la broche en forme de pivoine, encore épinglée sur mon gilet. Et j'ai murmuré, « Pierre, tu m'as menti. Tu m'as trompé. Et maintenant, je dois affronter les conséquences de tes secrets. » Puis j'ai ajouté, plus doucement, « Mais je t'aime quand même, malgré tout, parce que l'amour, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est le choix de rester. Et toi, tu es resté. » Le lendemain matin, je me suis préparée avec soin. J'ai mis mon plus beau tailleur, celui que Pierre aimait, bleu marine, élégant, sobre. J'ai épinglé la broche en forme de pivoine sur mon col. J'ai pris mon sac à main. À l'intérieur, j'ai glissé l'enveloppe avec les photos de Camille et Julien Marchand, et une autre enveloppe, celle que j'avais préparée la veille. Puis, je suis partie. Le Café Le Balzac était un petit établissement discret, dans un quartier tranquille. Des tables en bois, des chaises en rotin, une ambiance feutrée. Camille était déjà là, assise au fond, près de la fenêtre. Elle portait un tailleur blanc impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son maquillage, parfait. Mais ses yeux
Ses yeux étaient durs, froids. Je me suis approchée. Je me suis assise en face d'elle. « Bonjour, Camille. Bonjour, Joséphine. » Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. Puis Camille a souri. Un sourire glacial. « Alors, vous avez aimé ma petite surprise? Si tu parles de la photo de Pierre, oui, je l'ai vue. Et, ça vous fait quoi de savoir que votre saint mari vous trompait? » J'ai soutenu son regard. Ça me fait de la peine. Évidemment. Mais, ça ne change rien. Comment ça, ça ne change rien? Pierre a fait une erreur, comme tous les êtres humains. Mais il est revenu. Il a choisi sa famille. Il m'a choisi. Et il a passé les 20 dernières années de sa vie à être un bon mari. Camille a ri. Vous êtes pathétique. Peut-être. Mais au moins, je ne suis pas une femme qui détruit les gens pour se sentir puissante. Le sourire de Camille s'est effacé. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. J'ai posé les photos sur la table. Les photos de Camille et Julien Marchand. Je veux dire que tu n'es pas mieux que Pierre. Tu trompes Mathieu depuis des mois, peut-être même des années. Tu le fais chanter, tu le saignes. Et maintenant, tu essaies de me détruire. Camille a regardé les photos. Son visage a pâli. Où vous avez eu ça? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que maintenant, je sais tout. Et si tu continues à essayer de me faire du mal, ou à Mathieu, je vais envoyer ces photos à tout le monde. À ta famille, à tes amis, à ton amant. Camille a serré les poings. Vous n'oseriez pas. Et c'est moi. Le silence qui a suivi était électrique. Camille me regardait avec une haine pure. Mais je ne sciais pas. Puis, elle a dit, d'une voix tremblante, « Vous savez quoi, Joséphine? Vous avez gagné. Vous m'avez battue. Vous êtes contente? Je ne voulais pas gagner, Camille. Je voulais juste protéger mon fils. Eh bien, félicitations. Vous avez réussi. Mais sachez une chose. Je ne vous pardonnerai jamais. » Elle s'est levée. Elle a pris son sac. Et avant de partir, elle s'est penchée vers moi. Elle a murmuré, tout près de mon oreille, « Vous croyez avoir tout compris. Mais vous ne savez rien. Rien du tout. » Et elle est partie. Je suis restée assise un long moment, les mains tremblantes, le cœur battant. Qu'est-ce qu'elle avait voulu dire? Vous ne savez rien? J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Jean. Jean, j'ai vu Camille. Comment ça s'est passé? Je lui ai montré les photos. Je l'ai confrontée. Elle est partie. Mais elle a dit quelque chose d'étrange. Quoi? Elle a dit que je ne savais rien. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Jean est resté silencieux un instant. Joséphine, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Mon sang s'est glacé. Quoi? J'ai continué à enquêter sur Camille et j'ai trouvé quelque chose de grave. Dis-moi. Pas au téléphone. Je viens chez toi, maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez vraiment les gens autour de vous? Dites-moi en commentaire. Jean est arrivé 1 heure plus tard. Il avait le visage grave, plus grave que d'habitude. Il tenait sa serviette en cuir d'une main ferme, mais je voyais qu'il était tendu. Entre, Jean. Nous nous sommes installés dans le salon. Cette fois, je n'ai pas préparé de café. Je n'avais pas la force. Je voulais juste savoir. Jean a posé sa serviette sur la table. Il m'a regardé longuement. Joséphine, ce que je vais te dire va être difficile. Dis-moi, j'ai besoin de savoir. Il a ouvert sa serviette. Il en a sorti plusieurs documents. Des relevés bancaires, des copies de mails, des photos. Après notre dernière conversation, j'ai continué à creuser dans la vie de Camille. Je voulais comprendre pourquoi elle était aussi acharnée, pourquoi elle semblait avoir autant de haine. Et j'ai découvert quelque chose sur son passé, quelque chose qu'elle a caché à Mathieu, à tout le monde. Mon cœur battait de plus en plus vite. Continue. Jean a posé une première photo devant moi, une photo d'identité, une jeune femme brune, le visage fermé. Voici Camille, il y a 15 ans. Avant qu'elle ne rencontre Mathieu, elle s'appelait encore Camille Lavigne. Elle vivait à Lyon. Je sais tout ça, Jean. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est ce qu'elle faisait à Lyon. Il a posé un autre document, un extrait de casier judiciaire. J'ai lu. Mes yeux se sont agrandis. Camille Lavigne, condamnée en 2006 pour escroquerie et abus de confiance. Peine avec sursis. Mon Dieu, elle a escroqué un homme âgé, un veuf de 70 ans. Elle s'est fait passer pour une aide-soignante. Elle a gagné sa confiance. Et puis, elle lui a soutiré plus de 80 000 euros. 80 000 euros. L'homme a porté plainte. Elle a été jugée, condamnée. Mais la peine était avec sursis. Elle a payé une amende. Et puis, elle a déménagé à Paris. Elle a changé de vie.
Et elle a rencontré Mathieu. Je me suis laissé retomber contre le dossier du canapé. Camille, une escroc, une manipulatrice. Depuis toujours. Mathieu sait? Non, je ne pense pas. Camille a tout fait pour effacer son passé. Elle n'en a jamais parlé. Mais comment? Comment elle a réussi à tromper tout le monde? Jean a sorti un autre document. Parce qu'elle est intelligente, très intelligente. Regarde ça. C'était un relevé bancaire, au nom de Camille Lavigne, avec des virements réguliers, des sommes importantes. Depuis 6 ans, Camille reçoit des virements d'une société offshore, enregistrée aux îles Caïmans. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement. Mais j'ai fait des recherches sur cette société. Elle est liée à des activités douteuses. Blanchiment d'argent, peut-être. Ou pire, mon sang s'est glacé. Jean, tu es en train de me dire que Camille est impliquée dans du blanchiment d'argent? Je ne peux pas le prouver. Pas encore. Mais oui, c'est ce que je pense. J'ai regardé tous les documents étalés sur la table. Les relevés bancaires, les mails, les photos, l'extrait de casier judiciaire. Une image se formait dans ma tête. Une image claire, terrifiante. Camille n'était pas juste une femme égoïste, une femme infidèle. Elle était dangereuse. Jean, si elle est impliquée dans du blanchiment d'argent, ça veut dire qu'elle connaît des gens dangereux. Jean a hoché la tête gravement. Oui, c'est pour ça que je suis venu te voir immédiatement. Joséphine, tu dois faire attention. Camille n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Si elle se sent acculée, elle peut réagir violemment. Tu penses qu'elle pourrait me faire du mal? Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle pourrait essayer de te nuire. Gravement. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai pensé à tout. À Mathieu. À la confrontation au café. À la phrase que Camille avait prononcée avant de partir. Vous ne savez rien. Rien du tout. Maintenant, je comprenais. Elle ne parlait pas de Pierre. Elle ne parlait pas de sa liaison. Elle parlait d'elle-même, de son passé, de ses secrets. Et maintenant qu'elle savait que j'avais les photos, qu'elle avait perdu son emprise sur Mathieu, elle devait se sentir piégée. Une femme piégée est une femme dangereuse. Jean, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aller voir la police. Tout de suite, avec ces documents. Ils pourront ouvrir une enquête. Mais si je fais ça, Camille va savoir que c'est moi. Elle va se venger. Joséphine, si tu ne fais rien, elle va continuer. Elle va peut-être s'en prendre à Mathieu, ou à toi, ou aux deux. J'ai fermé les yeux. Pierre, que ferais-tu à ma place? Et soudain, j'ai entendu sa voix, dans ma tête, douce, calme. Protège notre fils, quoi qu'il en coûte. J'ai ouvert les yeux. D'accord, je vais aller voir la police. Le lendemain matin, je me suis rendu au commissariat du 6e arrondissement. J'avais pris tous les documents, les relevés bancaires, les photos, l'extrait de casier judiciaire, tout. Jean m'accompagnait. Il m'avait proposé de venir avec moi pour me soutenir. J'avais accepté. Nous avons été reçus par un inspecteur, un homme d'une 50aine d'années, le visage sérieux, les cheveux grisonnants. Madame Armand, je suis l'inspecteur Leblanc. Que puis-je faire pour vous? J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Je veux porter plainte contre ma belle-fille. L'inspecteur a ouvert l'enveloppe. Il a commencé à lire les documents. Son visage est resté impassible pendant un moment. Puis, lentement, ses sourcils se sont froncés. Madame Armand, ces relevés bancaires, comment les avez-vous obtenus? Jean s'est penché en avant. Inspecteur, je suis Jean Moreau, ancien inspecteur de police. J'ai mené une enquête privée à la demande de Madame Armand. Ces documents ont été obtenus légalement. L'inspecteur Leblanc a regardé Jean, puis il a hoché la tête. Très bien. Il a continué à lire, page après page, document après document. Puis il a levé les yeux vers moi. Madame Armand, ces informations sont très sérieuses. Si ce que vous dites est vrai, nous parlons d'escroquerie, de blanchiment d'argent, et possiblement d'autres délits. Je sais. Vous comprenez que si nous ouvrons une enquête, votre belle-fille va être interrogée? Peut-être même arrêtée? Oui, je comprends. L'inspecteur a refermé le dossier. Très bien. Je vais transmettre ce dossier à la brigade financière. Ils vont examiner les preuves et décider de la suite. Mais je dois vous prévenir. Ce genre d'enquête peut prendre du temps. Des semaines, des mois même. Ça ne fait rien. Du moment que justice est faite. Nous sommes sortis du commissariat. Jean m'a pris le bras doucement. Tu as fait ce qu'il fallait, Joséphine. J'espère. Maintenant, il faut que tu fasses attention. Camille va peut-être se douter de quelque chose. Je sais. Si elle te contacte, ne réponds pas. Si elle vient chez toi,
N'ouvre pas. Et surtout, appelle-moi immédiatement. D'accord, Jean. Merci. Pour tout. Il m'a embrassé sur le front. C'est normal. Pierre aurait fait pareil pour moi. Les jours qui ont suivi ont été étranges. J'attendais. J'attendais un appel de la police. Un message. N'importe quoi. Mais rien ne venait. Mathieu m'appelait tous les jours. Il me disait que Camille n'était toujours pas revenue, qu'elle avait vidé leur compte joint, qu'elle avait pris toutes ses affaires. Maman, je crois qu'elle est partie pour de bon. Tant mieux, mon chéri. Mais je ne comprends pas. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle m'a épousée si elle ne m'aimait pas? J'ai hésité. Devais-je lui dire la vérité? Lui parler du casier judiciaire? De l'escroquerie? Non, pas encore. Il avait déjà assez souffert. Mathieu, certaines personnes sont juste perdues. Elles ne savent pas aimer. Elles ne savent que prendre. Tu as raison, maman. Et toi, comment tu vas? Mieux. Beaucoup mieux même. C'est comme si j'avais enlevé un poids énorme de mes épaules. Alors c'est bien. Continue comme ça. Prends soin de toi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Leblanc. Madame Armand, nous avons du nouveau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Dites-moi. Nous avons ouvert une enquête officielle. Nous avons interrogé plusieurs personnes. Et nous avons découvert que Camille Lavigne est impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent, un réseau international. Mon Dieu. Nous avons émis un mandat d'arrêt. Mais il y a un problème. Quoi? Camille a disparu. Elle a quitté la France. Nous pensons qu'elle est partie en Suisse ou peut-être aux îles Caïmans. Mon sang s'est glacé. Elle est partie? Oui. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons lancé un mandat d'arrêt international. Si elle revient en Europe, elle sera arrêtée. J'ai raccroché lentement. Camille avait fui. Elle avait tout abandonné. Mathieu, sa vie à Paris, tout, pour échapper à la justice. Ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil de Pierre. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était magnifique. Les pivoines étaient en pleine floraison. J'ai touché la broche en forme de pivoine. Et j'ai murmuré « Pierre, c'est fini. Camille est partie. Mathieu est libre. Justice est faite. » Puis j'ai ajouté, plus doucement « Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'Élise? Pourquoi tu as gardé ce secret ?» Le silence de la maison était apaisant. Et soudain, j'ai compris. Pierre avait gardé ce secret parce qu'il m'aimait, parce qu'il ne voulait pas me faire souffrir, parce qu'il avait choisi de revenir, de rester. Et moi, je devais choisir aussi. Je devais choisir de lui pardonner, de continuer à l'aimer, malgré tout. Parce que l'amour, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est le choix de rester. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans timbre, déposée dans ma boîte aux lettres. Mon cœur s'est serré. Encore Camille? J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier et un message manuscrit. Joséphine, je sais que vous me détestez. Je sais que vous avez parlé à la police. Je sais que j'ai tout perdu. Mais je voulais que vous sachiez quelque chose. Votre mari, Pierre, n'était pas l'homme que vous croyez. Quand j'ai découvert sa liaison avec Élise, j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert autre chose. Il ne l'a pas quittée par amour pour vous. Il l'a quittée parce qu'elle était enceinte et qu'il a refusé de l'assumer. Élise a perdu le bébé, seule, sans lui. Votre saint mari était un lâche. Je voulais juste que vous le sachiez. Camille. J'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient. Élise, enceinte. Pierre avait refusé. Non, ce n'était pas possible. Pas Pierre. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Et si c'était vrai ?» J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Jean. « Jean, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. » « Quoi? Je veux que tu retrouves Élise, la femme avec qui Pierre a eu une liaison. Je veux savoir la vérité. Toute la vérité. » Jean a hésité. « Joséphine, tu es sûre? »« Oui, je dois savoir. »« D'accord, je vais essayer. » Parfois, la vérité fait plus mal que le mensonge. Mais on a besoin de la connaître quand même. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre l'ignorance et la vérité? Dites-moi en commentaire. Jean a mis 4 jours à retrouver Élise. 4 jours pendant lesquels je n'ai presque pas dormi. Je tournais en rond dans la maison. Je relisais la lettre de Camille. Je regardais les photos de Pierre. Je me demandais si tout ce que j'avais cru savoir était un mensonge. Le 5e jour, Jean m'a appelé. « Joséphine, je l'ai trouvée. » Mon cœur s'est arrêté. « Où ? » Elle vit à Versailles. Elle a 62 ans.
Elle est veuve. Elle a 2 enfants. Tu lui as parlé? Non. Je voulais d'abord te demander ce que tu voulais faire. J'ai réfléchi longuement. Que voulais-je faire? Aller la voir? Lui parler? Lui demander la vérité? Ou laisser le passé enterré? Je veux la voir. Tu es sûr? Oui. Arrange un rendez-vous. Dis-lui que la veuve de Pierre Armand souhaite lui parler. Jean a hésité. D'accord. Je vais essayer. 2 jours plus tard, j'étais dans le train pour Versailles. Jean m'accompagnait. Il avait insisté. Il disait qu'il ne voulait pas me laisser affronter ça seule. Élise avait accepté de me rencontrer. Chez elle, dans son appartement. Le trajet m'a semblé interminable. Je regardais par la fenêtre. Les paysages défilaient. Les champs, les maisons, les arbres. Et dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Qu'est-ce qu'elle va me dire? L'appartement d'Élise était dans un immeuble ancien, élégant, près du château. Nous avons sonné. Une femme a ouvert. Elle était belle, encore, malgré les années. Cheveux gris coiffés en chignon, visage fin, yeux verts, élégante dans un pull en cachemire beige et un pantalon noir. Elle m'a regardé, longuement, puis elle a souri tristement. « Vous êtes Joséphine ?»« Oui. Entrez. » Nous nous sommes installés dans son salon, un salon lumineux, rempli de livres et de plantes, des photos de famille sur les étagères, des enfants, des petits-enfants. Élise a servi du thé. Ses mains tremblaient, légèrement. Jean s'est assis à l'écart. Il nous laissait parler. Élise s'est assise en face de moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je me doutais qu'un jour, quelqu'un viendrait. Vous vous doutiez? Oui. Quand on a un secret comme le mien, on sait qu'il finit toujours par ressortir. J'ai posé ma tasse sur la table. Élise, je vais être directe. J'ai appris que vous avez eu une liaison avec mon mari. Pendant 3 ans. Elle a hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Et j'ai appris autre chose. Son visage s'est crispé. Quoi? Que vous étiez enceinte, et que Pierre a refusé de l'assumer. Le silence qui a suivi était lourd. Élise a baissé les yeux. Ses mains se sont crispées sur ses genoux. Qui vous a dit ça? Ma belle-fille, Camille. Élise a relevé la tête. Elle m'a regardé avec un mélange de tristesse et de colère. Votre belle-fille ment. Mon cœur a bondi. Quoi? Oui, j'étais enceinte, mais Pierre ne l'a jamais su. Élise s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle est restée là, le dos tourné, regardant dehors. Puis elle a commencé à parler, d'une voix douce, tremblante. J'ai rencontré Pierre en 1998. J'étais divorcée, seule, perdue. Lui était marié. Malheureux, disait-il. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie. Nous avons parlé de livres, puis de la vie, puis de nous. Elle s'est retournée. Nous sommes tombés amoureux, follement, passionnément. Mais nous savions que c'était impossible. Il avait une famille, vous, vos enfants. Alors pourquoi continuer? Parce qu'on ne contrôle pas l'amour, Joséphine. On le subit. Elle est revenue s'asseoir. Pendant 3 ans, nous nous sommes vus en secret. C'était douloureux, magnifique, destructeur. Mais je l'aimais, et lui aussi m'aimait. Du moins, c'est ce que je croyais. Que s'est-il passé? Un jour, je suis tombée enceinte. Ma respiration s'est accélérée. J'étais terrifiée, je ne savais pas quoi faire. J'avais 40 ans, je vivais seule. Et l'homme que j'aimais était marié. Vous lui avez dit? Élise a secoué la tête. Non? Pourquoi? Parce que je savais ce qu'il allait faire. Elle a pris une grande respiration. Pierre était un homme bon. Trop bon, peut-être. S'il avait su, il aurait voulu assumer. Il aurait quitté sa famille. Il aurait tout détruit pour moi. Les larmes montaient dans mes yeux. Et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas être celle qui brise un foyer. Alors j'ai pris une décision. Laquelle? J'ai mis fin à notre relation. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Que je voulais passer à autre chose. Mais... Et le bébé? Élise a baissé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. J'ai fait une fausse couche. 2 semaines après notre séparation. Seule, chez moi. Mon cœur s'est brisé. Mon Dieu, Élise, Pierre ne l'a jamais su. Il est mort sans savoir. Nous sommes restées silencieuses pendant un long moment. Élise pleurait doucement. Moi aussi. Puis j'ai dit, d'une voix tremblante, « Pourquoi vous me racontez tout ça ?» Elle m'a regardée à travers ses larmes. « Parce que vous méritez de savoir la vérité. Votre mari n'était pas un lâche, Joséphine. C'était un homme qui aimait trop, qui voulait protéger tout le monde. Moi, vous,
vos enfants. Mais il vous a trahi? Il m'a trahi? Oui, mais il est revenu vers vous. Il a choisi sa famille. Il a fait ce qu'il pensait être juste. J'ai essuyé mes larmes. Et vous? Comment vous avez fait pour continuer? Élise a souri tristement. J'ai reconstruit ma vie. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je me suis remariée. J'ai eu 2 enfants merveilleux. J'ai été heureuse. Mais Pierre est resté dans un coin de mon cœur. Toujours. Elle a pris ma main. Joséphine, je suis désolée. Désolée pour tout le mal que j'ai pu vous causer. Même sans le savoir. J'ai serré sa main. Je ne vous en veux pas, Élise. Vous aussi, vous avez souffert. Nous avons parlé encore longtemps. Élise m'a raconté sa vie, ses enfants, son mari décédé il y a 5 ans, sa solitude. Et moi, je lui ai raconté Pierre, les dernières années, sa maladie cardiaque, sa mort paisible. À un moment, elle m'a demandé « Est-ce qu'il a été heureux? Avec vous ?» J'ai réfléchi. Oui, je crois. Nous avons eu une belle vie ensemble. Pas parfaite, mais belle. Élise a souri. Alors je suis contente. C'est ce qu'il méritait. Avant de partir, Élise m'a donné quelque chose. Une petite boîte en bois, semblable à celle que j'avais trouvée chez Pierre. Qu'est-ce que c'est? Les lettres que Pierre m'a envoyées. Je les ai gardées toutes ces années. Mais maintenant, je pense qu'elles vous reviennent. Non, Élise, gardez-les. Ce sont vos souvenirs. Elle a secoué la tête. Non, Joséphine. Ces lettres parlent d'un homme que nous avons toutes les 2 aimé. Mais cet homme vous appartenait. Pas à moi. Prenez-les. J'ai accepté la boîte. Je l'ai serrée contre moi. Dans le train du retour, j'ai ouvert la boîte. J'ai lu les lettres, une par une. C'étaient des lettres d'amour, tendres, passionnées, douloureuses. Pierre écrivait à Élise comme je ne l'avais jamais entendu parler. Et pourtant, dans chaque lettre, il y avait une phrase, toujours la même. Mais je ne peux pas te donner plus. Je ne peux pas quitter ma famille. Parce que malgré tout, je les aime. J'ai refermé la boîte. Jean, assis à côté de moi, m'a regardé. « Ça va ?»« Oui, ça va. Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» J'ai hoché la tête. « Oui, la vérité. » Le soir même, de retour chez moi, je me suis assise dans le fauteuil de Pierre. J'ai posé la boîte d'Élise à côté de celle que j'avais trouvée dans le coffre. 2 histoires, 2 femmes, un seul homme. Et soudain, j'ai compris. Pierre n'était pas un saint. Il n'était pas parfait. Il avait fait des erreurs, des choix difficiles, des compromis. Mais il avait aimé, sincèrement, profondément. Moi, Élise, nos enfants. Et c'est ça qui comptait. J'ai touché la broche en forme de pivoine et j'ai murmuré « Pierre, je te pardonne. Pour tout. Pour Élise. Pour les secrets. Pour les mensonges. » Puis j'ai ajouté, en souriant à travers mes larmes « Mais la prochaine fois que je te rejoindrai, on aura une longue conversation, toi et moi. » Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Leblanc. « Madame Armand, nous avons du nouveau. » « Oui, Camille Lavigne a été arrêtée, à Genève. Les autorités suisses l'ont interpellée hier soir. Elle sera extradée vers la France dans les prochains jours. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle va être jugée? Oui, pour escroquerie, blanchiment d'argent et plusieurs autres chefs d'accusation. Elle risque plusieurs années de prison. J'ai fermé les yeux. Justice. Enfin. Merci, inspecteur. Madame Armand, vous devriez être fière de vous. Sans votre plainte, cette femme aurait continué à détruire des vies. Je n'ai fait que protéger mon fils. C'est déjà beaucoup. J'ai appelé Mathieu immédiatement. Mathieu, Camille a été arrêtée. Le silence au bout du fil était long. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai tout raconté. L'enquête, les découvertes, le casier judiciaire, le blanchiment d'argent, l'arrestation. Mathieu n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix tremblante, « Maman, merci. » De quoi? De m'avoir sauvée, de m'avoir protégée, comme toujours. C'est mon rôle, mon chéri, c'est mon rôle. 2 semaines plus tard, le procès de Camille a commencé. Je n'y suis pas allée. Je n'avais pas besoin de la voir. Je savais que la justice suivrait son cours. Mathieu y est allé, une seule fois, pour témoigner. Quand il est revenu, il m'a dit « Elle a pleuré, elle a demandé pardon. » Mais le juge n'a rien voulu entendre. Quelle peine elle a eue. 5 ans de prison ferme. 5 ans. Pour tout le mal qu'elle avait fait. Pour toutes les vies qu'elle avait détruites. Ce n'était peut-être pas assez. Mais c'était déjà ça. La vie a continué. Doucement. Lentement. Mathieu a refait sa vie.
Il a rencontré une femme douce, sincère, une institutrice, comme moi autrefois. Ils se sont mariés 1 an plus tard, une petite cérémonie, simple, joyeuse. Et moi, je suis restée dans ma maison. La maison que Pierre et moi avions construite ensemble. Chaque jour, je jardinais, je lisais, je recevais mes petits-enfants. Et chaque soir, je m'asseyais dans le fauteuil de Pierre, près de la fenêtre. Je regardais les pivoines fleurir. Et je parlais à Pierre. Je lui racontais ma journée, les nouvelles de la famille, les joies, les peines. Et parfois, je jurais entendre sa voix me répondre « Tout va bien, mon amour, tout va bien ». Un jour, Sophie, ma fille, est venue me voir. Elle vivait toujours en Belgique, mais elle essayait de venir plus souvent maintenant. Nous étions assises dans le jardin. Le soleil brillait. Les pivoines étaient magnifiques. « Maman, tu ne te sens jamais seule ?»« Seule ? Non. Mais papa n'est plus là. » J'ai souri. « Sophie, ton père est partout, dans cette maison, dans ce jardin, dans mon cœur. Je ne suis jamais seule. » Sophie a pris ma main. « Tu es incroyable, maman. » Non, je suis juste une femme qui a choisi de continuer. Malgré tout, ce soir-là, alors que Sophie était repartie, j'ai pris la broche en forme de pivoine. Je l'ai regardée longuement. Cette petite broche que Pierre m'avait offerte il y a 40 ans, ce symbole de tout ce que nous avions partagé. Et j'ai compris. La vie n'est pas parfaite. Les gens ne sont pas parfaits. L'amour n'est pas parfait, mais c'est ça qui le rend beau. Les erreurs, les pardons, les recommencements. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Camille avait semé la haine, la manipulation, la trahison. Et elle avait récolté la solitude, la prison, la ruine. Pierre avait semé l'amour, la protection, le sacrifice. Et il avait récolté une famille, des souvenirs, un héritage. Et moi, j'avais semé la patience, la force, le pardon. Et j'avais récolté la paix. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Dites-moi en commentaire. 3 ans ont passé. 3 ans depuis la mort de Pierre. 3 ans depuis ce jour terrible où Camille a prononcé ces mots cruels devant son cercueil. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Mes cheveux sont complètement blancs maintenant. Mes mains tremblent un peu quand je tiens ma tasse de thé. Mes genoux craquent quand je monte les escaliers. Mais je suis en paix. Une paix profonde, sereine, celle qu'on n'obtient qu'après avoir traversé la tempête. Ce matin, je me suis réveillée tôt. Comme toujours, j'ai ouvert les volets de ma chambre. Le soleil se levait sur le jardin. Les pivoines étaient en pleine floraison. Comme chaque printemps, elles sont devenues mon rituel, mon encre. Chaque année, je les regarde fleurir. Je les soigne. Je leur parle. Et à travers elles, je parle à Pierre. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai préparé mon petit déjeuner. Du pain grillé, de la confiture de fraises maison, du thé Earl Grey. Puis, je me suis installée près de la fenêtre, avec mon journal. J'aime écrire maintenant. Depuis quelques mois, j'ai commencé à tenir un journal. Pas pour moi, mais pour mes petits-enfants. Pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent, que la vie n'est pas un conte de fées, que les gens ne sont pas parfaits, que l'amour est compliqué, douloureux, magnifique, mais qu'il vaut toujours la peine d'être vécu. Mathieu vient me voir chaque dimanche, avec sa nouvelle femme, Anne, et leur petite fille, Margot. Margot a 2 ans. Elle a les yeux de Pierre, le même regard doux, curieux. Quand elle court dans le jardin, je vois Pierre. Je vois Mathieu, enfant. Je vois la vie qui continue. Dimanche dernier, Mathieu m'a dit quelque chose. Nous étions assis dans le salon. Anne jouait avec Margot dans le jardin. Nous les regardions par la fenêtre. « Maman, je ne t'ai jamais vraiment remercié. » « Me remercier pourquoi, mon chéri ? » « Pour tout. Pour m'avoir sauvée de Camille. Pour avoir découvert la vérité. Pour avoir été forte quand moi, je ne l'étais pas. » J'ai pris sa main. « Mathieu, c'est mon rôle. C'est ce que font les mères. Elles protègent, quoi qu'il en coûte. Mais toi, tu as fait plus que ça. Tu as été héroïque. » J'ai souri doucement. « Non, mon chéri. Je n'ai rien d'une héroïne. J'ai juste été une femme qui refusait de voir son fils détruit. » Mathieu a baissé les yeux. Parfois, je pense encore à elle, à Camille. Qu'est-ce que tu penses ? Je me demande si elle va bien. En prison. Tu as encore de la compassion pour elle ? Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être que c'est juste de la pitié. Elle a tout perdu. Sa liberté, sa dignité, son avenir. C'est ce qu'elle a choisi, Mathieu. Pas toi. Je sais,
Mais quand même, j'ai serré sa main plus fort. Mathieu, écoute-moi bien. Camille a fait ses choix. Elle a choisi de manipuler, de tromper, de détruire, et maintenant, elle paie pour ses choix. C'est ça, la justice. Mais toi, maman, tu ne lui en veux pas? J'ai réfléchi longuement. Non, plus maintenant. Au début, oui, je lui en voulais, terriblement. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Quoi? Que la colère ne mène nulle part, que la haine empoisonne, et que le pardon libère. Mathieu m'a regardé avec admiration. Comment tu fais, maman? Comment tu arrives à pardonner? Parce que j'ai compris que tout le monde porte ses blessures. Camille aussi. Elle a fait des choses terribles, c'est vrai, mais elle était elle-même une femme brisée. Ça ne justifie pas ce qu'elle a fait. Non, ça ne justifie pas, mais ça explique. Et comprendre, c'est déjà le début du pardon. Anne est entrée dans le salon avec Margot dans les bras. Joséphine, on doit y aller. Margot a besoin de sa sieste. Bien sûr, ma chérie. Ils se sont levés. Mathieu m'a embrassé longuement. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Prends soin de ta famille. Promis. Avant de partir, Anne m'a dit « Joséphine, je voulais vous dire, vous êtes une inspiration. Pour moi, pour nous tous. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous avez traversé tellement d'épreuves. La mort de Pierre, les secrets, Camille. Et pourtant, vous êtes encore là, souriante, en paix. Comment vous faites? J'ai souri. Parce que j'ai choisi de vivre, Anne. Pas de survivre, vivre. Après leur départ, je suis sortie dans le jardin. Les pivoines brillaient sous le soleil de l'après-midi. Je me suis agenouillée près d'elles. J'ai touché leurs pétales délicats. Et j'ai murmuré « Pierre, tu me manques. Chaque jour. Mais je vais bien. Mathieu va bien. La vie continue. » Le vent a soufflé doucement, comme une réponse. Et j'ai souri. Ce soir-là, je me suis installée dans le fauteuil de Pierre, celui près de la fenêtre. J'ai pris la broche en forme de pivoine. Je l'ai tenue dans mes mains. Je l'ai regardée longtemps. Cette petite broche qui avait traversé tant d'années, tant d'épreuves, elle était devenue plus qu'un bijou. Elle était devenue un symbole d'amour, de résilience, de mémoire. J'ai repensé à tout, à cette journée terrible, le jour de l'enterrement de Pierre, le jour où Camille m'a dit ces mots cruels. Dommage que ce ne soit pas vous à sa place. À l'époque, j'avais répondu « Faites attention à ce que vous souhaitez, ma chère ». Je ne savais pas, alors à quel point ces mots étaient en prophétique. Camille avait souhaité ma mort, ma disparition. Et finalement, c'est elle qui a disparu. Pas physiquement, mais moralement, socialement, humainement. Elle est en prison, seule, oubliée, brisée. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et moi, j'ai donné de l'amour, de la patience, du pardon, et j'ai reçu la paix, la sérénité, une famille qui m'aime. J'ai aussi appris quelque chose d'important, que personne n'est parfait, ni Pierre, ni moi, ni personne. Nous faisons tous des erreurs, nous portons tous des secrets, nous blessons tous, parfois, ceux que nous aimons. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Est-ce que nous restons? Est-ce que nous réparons? Est-ce que nous pardonnons? Pierre est resté, malgré ses erreurs, malgré Élise. Il est revenu vers moi, vers nous. Et moi, j'ai pardonné. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que je le méritais. Parce que la colère m'aurait détruite. J'ai repensé à Élise. Nous nous sommes revus, plusieurs fois. Au début, c'était étrange, douloureux même. Deux femmes qui avaient aimé le même homme. Mais avec le temps, nous sommes devenus amis. Nous prenons le thé ensemble, une fois par mois. Nous parlons de Pierre, de la vie, de nos souvenirs. Et étrangement, ça nous fait du bien, à toutes les deux. Parce qu'Élise aussi porte ce deuil, cette absence, cette nostalgie. Et partager ça, ça rend le fardeau plus léger. Sophie, ma fille, vient plus souvent maintenant. Elle a quitté la Belgique. Elle s'est rapprochée. Elle habite à Paris maintenant. Chaque semaine, elle passe me voir. Elle m'apporte des fleurs, des livres, des gâteaux. Elle me dit « Maman, tu ne devrais pas rester seule. Viens vivre avec moi. » Mais je refuse, gentiment, fermement. Sophie, cette maison est ma maison. C'est ici que j'ai vécu avec ton père. C'est ici que j'ai élevé mes enfants. C'est ici que je veux finir mes jours. Mais tu ne te sens pas seule?
Non, ma chérie, je ne suis jamais seule. Ton père est avec moi. Toujours. Hier, j'ai reçu une lettre de Camille. J'ai hésité à l'ouvrir. Longtemps. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains. Je me suis demandé ce qu'elle pouvait bien avoir à me dire. Finalement, je l'ai ouverte. Madame Armand, je sais que vous ne voulez plus entendre parler de moi. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. À vous, à Mathieu, à toute votre famille. Je ne vous écris pas pour demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je vous écris juste pour vous dire merci. Merci de m'avoir arrêté. Merci d'avoir mis fin à tout ça. J'étais en train de me détruire et de détruire tout le monde autour de moi. Mais je ne savais pas comment arrêter. Maintenant, je suis en prison. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir, pour comprendre, pour regretter. Je ne sais pas si un jour je serai capable de devenir une meilleure personne. Mais au moins, maintenant, j'essaie. Je ne vous demande rien. Juste, si un jour, dans plusieurs années, je sors d'ici, si un jour je croise Mathieu dans la rue, dites-lui que je suis désolée. Vraiment. Camille, j'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai pliée. Je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui répondrai pas, mais je ne la détruirai pas non plus. Parce que cette lettre, c'est le début de quelque chose, pour elle, le début du pardon, le début de la guérison. Et ça, même pour quelqu'un comme Camille, c'est important. Ce soir, assise dans mon fauteuil, je regarde les étoiles par la fenêtre. Le ciel est clair, dégagé, magnifique, et je pense à tout ce chemin parcouru, à toutes les épreuves, à toutes les larmes, à toutes les victoires, et je me dis que si je devais recommencer, je ne changerais rien. Parce que tout, absolument tout, m'a amené ici, à cette paix, à cette sérénité, à cette sagesse. Je m'appelle Joséphine Armand, j'ai 76 ans. J'ai aimé un homme pendant 48 ans. Il m'a trompé, il m'a menti, mais il m'a aussi aimé, protégé, choisi. J'ai été trahi par ma belle-fille, manipulé, attaqué, mais j'ai survécu. J'ai vaincu, pas par la vengeance, mais par la dignité. J'ai découvert des secrets, des vérités douloureuses, mais j'ai choisi de pardonner. Parce que le pardon libère, et aujourd'hui, je suis en paix. Pas parce que ma vie a été parfaite, mais parce que j'ai choisi de transformer la douleur en sagesse. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver la force de se défendre, à choisir la dignité plutôt que la haine, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie, c'est ça. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à la transformer. Ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité à pardonner. Ce n'est pas l'absence de perte, c'est la capacité à continuer. Je touche une dernière fois la broche en forme de pivoine, et je murmure « Merci Pierre, pour tout, pour l'amour, pour les erreurs, pour la vie. » Puis j'ajoute en souriant « On se retrouvera bientôt, mon amour, mais pas tout de suite. J'ai encore des choses à faire ici, des petits-enfants à gâter, des pivoines à soigner, des histoires à raconter. » Le vent souffle doucement dans le jardin. Les pivoines dansent sous la lune, et je ferme les yeux. En paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.